Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, débat politique parlementaire chaque soir en direct à partir de 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. Beaucoup de questions ce soir posées sur notre site, le site lcp.fr, mais aussi beaucoup de votants à la question qu'on a posée aux internautes du JDD.fr, notre partenaire, et puis hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Et vous êtes souvent très nombreux à tweeter au fil de notre émission, d'ailleurs à continuer le débat après l'émission sur Twitter. C'est toujours très intéressant de vous lire. Et puis notre page Facebook, bien sûr, pour être complet dans les réseaux sociaux, vous pouvez liker et nous faire partager vos sentiments. Retour sur cette journée de manifestation, premier round, avec évidemment l'éternelle bataille de chiffres, on va en parler, on fera pas toute l'émission, entre les syndicats et la police, 27 000, 28 000 selon la police, 100 000 selon les syndicats. On va revenir évidemment sur cette mobilisation. Il y avait des étudiants, bien entendu, côté République. Il y avait des salariés, des syndicats, pas tous. On y reviendra évidemment. La CFDT, la CFTC n'y étaient pas, ainsi que la CFE, l'UNSA. Des syndicats n'étaient donc pas dans ce cortège. On va revenir sur les revendications. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu ces étudiants dans la rue, ces lycéens dans la rue. Ça faisait penser évidemment à ces manifs anti-CPE et ça avait fait, souvenez-vous, en 2006, capoter ce texte qui avait d'ailleurs été voté. On va en parler ce soir. Est-ce que le gouvernement va aller au bout? C'est une question importante parce qu'il y a l'opposition de la rue, l'opposition 2.0 sur cette pétition de change.org. 1,2 million de Français ont cliqué pour dire non. Et puis il y a une opposition au sein de la majorité PS qui est évidemment vive. On va faire le point et puis on va s'intéresser au fond de ce texte. Est-ce qu'il est capable, ce projet de loi El Khomri, de créer de l'emploi, de permettre aux jeunes d'entrer sur le marché du travail, parce que c'est évidemment une des questions importantes. On va les aborder avec nos invités. Barbara Romagnan, bonsoir. Vous êtes députée socialiste du Doubs, faites partie alors de ce noyau dur des frondeurs, et vous étiez dans la rue, alors vous du côté de République, avec les étudiants, c'est ça? Oui, il y avait aussi des salariés. Il y avait aussi des salariés qui manifestaient côté ministère du Travail. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Christophe Carèche, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris. Alors vous soutenez ce projet de loi et vous soutenez la politique de Manuel Valls. On commentera, parce que c'était d'ailleurs la nouvelle édition de l'Express, une très longue interview d'Emmanuel Macron qui revient sur la pédagogie autour de ce texte, sur l'intérêt justement de permettre aux entreprises de séparer de collaborateurs lorsqu'elles ont des baisses d'activité. On en parlera avec vous dans quelques instants. Karl Stockel, bonsoir. Je pense avoir bien prononcé votre nom ce soir. Ancien président de l'UNL. C'était en 2006, justement, le CPE, on en parlait. Vous avez été un des leaders de cette manifestation. Et puis, vous avez organisé avec deux autres amis proches cette pétition. Une dizaine de personnes. Change.org. Ça a démarré tout doucement. Vous êtes arrivé à 1,3 million de Français qui ont cliqué sur 1,3 million et qui disent non ce soir à ce texte. On va en parler avec vous. Bernard Sagesse, bonsoir. Bonsoir. Je parlais des syndicats qui n'étaient pas dans le cortège. Vous êtes le vice-président de la CFTC, le numéro 2 de la CFTC. Vous n'étiez pas dans le cortège. Vous donnez rendez-vous aux manifestants, en tout cas samedi, avec d'autres syndicats, la CFE notamment, l'UNSA, on en parlera. Et vous n'avez pas souhaité participer à ceux qui souhaitent la suppression de ce texte. Vous êtes beaucoup plus réformiste. On vous écoutera dans quelques instants. D'abord, retour avec Alix Pichon sur les images de ces deux cortèges. Je le disais, cortège République avec les étudiants, mais aussi des élus politiques et des salariés. Puis il y avait un autre cortège qui s'est rendu jusqu'au ministère du Travail. La vraie question, évidemment, ce soir, c'est est-ce que la mobilisation a été suffisamment forte pour faire bouger les lignes? Alix Pichon. La pression est montée d'un cran pour le gouvernement. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à défiler pour protester contre la loi travail. En première ligne, étudiants, lycéens et jeunes salariés, la jeunesse qui se proclame génération sacrifiée. Le message est clair, la mobilisation n'en est qu'à ses débuts. On ne veut pas de modification parce qu'on n'est pas en désaccord avec un point particulier de la loi, on est en désaccord avec l'ensemble de la loi. Et tant qu'il n'y aura pas la suppression de cette loi, que je trouve particulièrement ridicule, nous nous engageons à continuer à manifester et à continuer à nous mobiliser, à revendiquer nos droits. La grogne née à l'origine sur les réseaux sociaux s'est traduite dans la rue. Dans le cortège, le député écologiste Sergio Coronado, pour lui, le gouvernement doit entendre le message des jeunes. Je crois que quand la jeunesse rentre dans la danse, aux côtés des salariés, je crois que le pouvoir devrait s'interroger sur à la fois sa capacité d'écoute et peut-être même de retrait de ce projet de loi. Parmi les manifestants, on trouve aussi quelques députés socialistes frondeurs. Eux aussi demandent le retrait du projet de loi.
Car si le texte crispe autant, il considère que c'est à cause du manque de dialogue social du gouvernement. Vous ne pouvez pas modifier le droit du travail quand vous êtes de gauche si vous ne faites pas des progrès sociaux. Et vous ne pouvez pas le faire sans le consensus des principales centrales syndicales, au moins de la CGT, de la CFDT, de Force ouvrière. En 2012, François Hollande avait fait campagne en misant sur le dialogue social, mais aussi sur la jeunesse qui avait voté massivement pour lui. Cette manifestation marque une rupture entre le président et la jeunesse du pays. Mais ça a été un divorce, mais pas par consentement mutuel, quoi. Les gens n'avaient pas envie d'être trahis, ils n'avaient pas envie d'être trompés. Et là, c'est la dernière tranche, c'est-à-dire les jeunes. 10 ans après le CPE, le gouvernement craint le retour d'un tel mouvement et souhaite désamorcer la colère. Mais pour les syndicats et les jeunes, cette manifestation n'était qu'une première étape. Voilà, ambiance festive. Alors, Christophe Caresche, est-ce que vous considérez ce soir qu'il y a eu une forte mobilisation? Parce que c'est vrai que si on prend les chiffres de la police, traditionnellement c'est 27 000 à Paris, la CGT dit 100 000, c'était pas une très forte mobilisation? Non, c'est pas le sentiment que j'ai, mais c'est une mobilisation quand même. Je veux dire, il s'est passé quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pas une mobilisation très, très impressionnante. De toute façon, je crois pas que ni le gouvernement ni le Parlement ne puissent délibérer sous la pression de la rue. Le gouvernement, je crois, a entendu un certain nombre d'oppositions à ce texte, multiples, et essaye aujourd'hui de reprendre la discussion, d'expliquer aussi ce qu'il y a dans ce texte véritablement, avec un souci d'aboutir. Il n'est pas question pour le gouvernement de retirer ce texte, et je pense que ce serait vraiment une défaite, pas pour le gouvernement ou pour la majorité, mais pour la France, si ce texte était retiré. Barbara Romagnan, qu'est-ce que vous dites ce soir? Vous étiez dans la rue avec d'autres élus qu'on a entendus dans le sujet d'Alex Pichon. Vous trouvez que c'est une bonne mobilisation pour ce premier round? Parce que déjà l'UNEF appelle à une nouvelle manifestation le 17 mars prochain. Suffisant ou pas? Alors d'abord, vous avez parlé des chiffres de la mobilisation parisienne, mais il y a des gens qui dans toute la France se sont mobilisés. Oui. Après, je ne sais pas quels sont les bons chiffres. Marseille. Oui, Nantes, il y en a eu plusieurs, donc ça existe bien dans toute la France. Ensuite, moi, je suis d'accord dans une certaine mesure avec Christophe Caresche. La légitimité d'un texte, de toute façon, ne repose pas sur l'ampleur ou pas de la mobilisation, mais on en a vu de plus importantes, en attendant les quand même importantes. Puis il y a cette autre mobilisation dont Karl Stockel parlera sans doute mieux que moi, mais qui existe aussi sur les réseaux sociaux. Et puis il y aura la mobilisation qu'il y aura aussi ce week-end, qui en effet ne demande pas exactement la même chose, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Donc je pense que le problème, bien sûr, le gouvernement n'a pas à décider sous la pression et l'Assemblée non plus, mais le problème c'est que au-delà du contenu du texte, le gouvernement n'a pas associé comme il aurait dû les organisations syndicales avant. Donc je pense que ça explique aussi une partie de l'ampleur de la mobilisation. Karl Stockel, vous avez manifesté. Alors le CPE, il faut rappeler que c'est Dominique de Villepin qui portait le CPE. C'était une très grosse manifestation. Et c'est vrai que le texte avait été voté. D'ailleurs, j'ai lu que le texte avait été voté. Puis finalement, ils ont dû redétricoter ce texte et vous l'avez fait capoter. Là, c'est quand même assez particulier. C'est la gauche qui manifeste contre la gauche. C'est pas la gauche, ce sont d'abord des citoyens, des salariés, des jeunes qui se préparent à aller sur le marché du travail, des gens qui vivent déjà la précarité, les difficultés du marché du travail, et qui se sentent insultés par ce texte, ces mesures qui ne proposent, ce texte qui ne propose que des régressions supplémentaires. Je crois que le message qui a été adressé dans ces manifestations qui ont été exceptionnelles, moi j'entendais dire à la fin du cortège... Exceptionnel. Oui, du jamais vu depuis 10 ans, parce qu'au début de la mobilisation contre le CPE, je crois que c'était 400 000 le premier jour. Là, on se rapprocherait, voire on dépasserait, selon certaines organisations, le chiffre de 500 000. Au début du mouvement contre selon le CPE, les sources syndicales. Selon des sources syndicales. Mais c'est impressionnant, ça montre qu'il y a une dynamique qui est réelle, que ce texte qui constitue une insulte pour les jeunes, eh bien, les jeunes répondent, on ne veut pas être humilié, on n'accepte pas qu'à l'insulte, on ajoute l'humiliation, et donc on se mobilise, on l'a vu à travers la mobilisation sur les réseaux sociaux. On va en parler des jeunes. Certains ne sont pas allés parce que... se traduit dans la rue, comme ça a été dit dans le reportage. Certains n'y sont pas allés, on en parlera, parce que je pense notamment à une page dans le Parisien aujourd'hui, et dans d'autres journaux, mais des jeunes qui disent, mais j'y vais pas parce que après tout, entre la précarité et le chômage, je préfère encore la précarité. Je préfère encore avoir un boulot imparfait, mais au moins ne pas être dans l'inactivité, parce que c'est la réalité des jeunes aujourd'hui. Ça, c'est normal, mais ce projet de loi n'est pas susceptible de créer un seul emploi. Ça développe
la précarité, où potentiellement ça aide à diminuer les salaires de ceux qui sont déjà au boulot et d'augmenter leur temps de travail, mais ça ne crée aucun emploi, même pas d'emploi précaire. Enfin, en tout cas, je ne vois pas comment. On va revenir sur la pétition du Monde, d'ailleurs, d'économistes, de chercheurs, Thomas Piketty, entre autres, qui effectivement crée cette adéquation, disent que ça ne créera pas d'emploi, et on va le commenter. Vous n'étiez pas dans le cortège, la CFTC. Il y a une sorte de désunion syndicale, il n'y a pas d'unité des syndicats, et on nous dit comme ça, en sous-main, que le gouvernement essaierait de jouer une tactique, c'est-à-dire de faire rentrer la CFDT dans son giron, de manière à pouvoir essayer de faire passer le texte. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en coulisses ? Non, on n'est pas d'accord avec cette analyse. Nous, de toute façon, soyons clairs, c'est pas parce qu'il y a des manifestations aujourd'hui que nous rejoignons pas certaines positions sur le texte. Nous avons toujours dit que le texte est inacceptable, pour la CFTC également. Alors, nous sommes fidèles à nos valeurs, nous estimons qu'aujourd'hui, on nous a ouvert un champ de discussion et de négociation. Le fait que le gouvernement reporte de 15 jours, ça nous ouvre un champ de négociation et de discussion. Ça a commencé, ça fait 3 jours. Ça a commencé dès lundi. Nous étions voir le Premier ministre lundi. Donc et ce soir encore, pour être précis. Ce soir aussi. Donc, effectivement, nous apportons nous, nos positions sur le texte, avec des choses qui nous semblent inacceptables, mais il y a aussi dans le texte, et c'est pour ça, quand vous dites division, nous ne partageons pas l'analyse d'une division. Quand même, il y a des syndicats qui veulent le supprimer, d'autres qui disent nous disons qu'il y a une différence d'appréciation sur le texte, ce qui est assez normal, chacun ayant... Nous respectons toutes les positions de toutes les organisations, où qu'elles soient, des jeunes, des syndicats, chacun a le droit d'avoir ses positions. On était à une intersyndicale la semaine dernière, ça a été l'objet d'une discussion où on a effectivement, nous, on est favorable, non pas au texte, nous sommes favorables à ce qu'il existe ce texte et qu'on puisse le modifier en profondeur. Nous ne sommes pas pour le retrait. Pour ceux qui nous regardent, parce que c'est important d'avoir la parole des syndicats, vous n'aviez pas été concerté préalablement à l'élaboration de ce texte? Ne pas plus. Vous savez, on a été concerné à peu près en début février. Disons qu'on a su à peu près tous les éléments qui pouvaient être dedans. Mais le texte en lui-même, nous l'avons eu comme tout le monde. Donc il y a quand même eu concertation. Excusez-moi de vous interrompre. Mais une concertation, c'est-à-dire qu'on nous a demandé des avis à un moment donné, mais depuis déjà un certain temps. On parle du CPA, par exemple, qui est un élément qui est dans le texte et que nous, on soutient. Le CPA, mais dites-nous, c'est quoi? Le CPA, c'est le compte personnel d'activité. C'est bien, parce qu'il va falloir qu'on en parle, personne ne sait ce que c'est. C'est intéressant. Ça n'existe pas encore. C'est formidable cette chose. Tout le monde sur les plateaux de télé en parle, personne ne sait ce que c'est. C'est un point très important et qu'il faut le développer d'ailleurs et qui peut servir aux jeunes aussi et à tout au long de la carrière. C'est très important. Christophe Carrèche, juste cette petite phrase, vous voulez intervenir parce qu'on va rentrer dans le débat des jeunes. Il y a Matteo Renzi qui s'est exprimé en encourageant à l'occasion de ce sommet franco-italien la jeunesse française à s'engager pour ce texte. Ça risque de faire réagir. Et vous dites dans une interview, la gauche militante est très crispée et opposée à l'orientation réformiste, quand la gauche électorale y est plus favorable. Il y aurait finalement une prise d'otage comme ça de militants, d'élus, qui prendraient en otage une gauche électorale qui serait plutôt pragmatique et réformiste. Oui, je pense que dans la population française, il y a une évolution assez sensible sur ces questions-là. Sur la question de l'entreprise, sur la politique d'ailleurs qu'on a menée de manière un peu chaotique, évidemment, parce que pour la gauche, c'était pas, j'allais dire, quelque chose de naturel. Mais je pense que ces questions-là sont en train d'infuser dans la population française et que je vois aussi et j'entends aussi des Français qui sont des acteurs économiques notamment, qui sont extrêmement favorables à ce texte. Je veux dire un mot sur la négociation, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La vérité, c'est que le gouvernement a demandé un rapport à M. Combrexel, que le gouvernement a proposé l'ouverture d'une discussion sur ce rapport aux organisations syndicales, qu'ils ne l'ont pas accepté, parce que ce n'était pas leur calendrier de négociation, parce qu'il y avait d'autres choses, que je conçois par ailleurs, mais qui n'ont pas souhaité rentrer dans une discussion sur la question du code du travail à ce stade. Donc c'est ça la vérité. Donc il est difficile effectivement d'expliquer aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de concertation, etc., alors que cette concertation a été proposée et qu'elle n'a pas été acceptée. Et ça, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Sans parler du rapport Badinter, qui a aussi... anormal. Non, pas du rapport Badinter, je parle du rapport Combrexel, bien sûr, non, mais il n'est pas anormal, puisque le rapport Badinter, c'était un peu autre chose. Il n'est pas anormal qu'à partir de ce moment-là, et encore une fois, je respecte totalement la position des organisations syndicales, puisqu'il y a d'autres négociations, il y a l'UNEDIC, etc. Bon. Mais il n'est pas anormal qu'à ce moment-là, le gouvernement décide de prendre ses responsabilités. Et bien sûr. Et donc disent à ce moment-là, écoutez, voilà, moi je vais essayer d'avancer. Vous ne voulez pas, on avance. Je vais essayer d'avancer. Il vous choquait le rapport Combrexel en un mot? Il n'est pas scandaleux qu'à partir du moment où on passe par la loi, où le gouvernement décide de prendre ses responsabilités, qu'il y ait une consultation avec les organisations syndicales. Et que ça décale les syndicats, forcément.
Barbara Romagnan, quand même sur c'est cette question importante sur le travail des jeunes et sur ce que dit Christophe Caresche. C'est vrai qu'il dit, vous le dites de manière édulcorée, mais qu'il y a une poignée comme ça d'acteurs militants engagés qui prendraient en otage une gauche électorale qui serait beaucoup plus décomplexée sur les questions économiques. Est-ce que vous le ressentez? Et est-ce qu'il y aurait comme ça une déphase entre le discours des frondeurs, le vôtre, et un électorat beaucoup plus décomplexé, plus pragmatique? On verra des sondages intéressants sur le référendum de l'entreprise ou autre chose. Bon, d'abord, je ne crois pas que Christophe Caresche ait dit qu'il y avait des gens qui en prenaient d'autres en otage. Non, c'est moi qui le dis, mais la phrase veut dire ça. Peut-être. Je peux vous la relire. Non, mais je vous crois. Je veux pas, j'ai pas envie de débattre de ça. Je pense que c'est aussi des questions qui sont complexes et que beaucoup de gens ont envie qu'on trouve des solutions parce que le chômage est une plaie pour tout le monde, surtout pour les jeunes, pour les travailleurs précaires, pour les femmes beaucoup aussi. Donc, du coup, quand on dit on a tout essayé, on a tout essayé ou voilà, on propose encore ça, les gens ont évidemment envie d'y croire, c'est normal. Mais c'est pas parce qu'on propose quelque chose que c'est forcément bien. On a l'air de mettre d'un côté les réformistes réalistes et tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec ces propositions, je conviens qu'on a le droit de les faire, seraient juste des archaïques, c'est ce qu'on a pu lire. Seraient juste des archaïques. Mais le réformisme, c'est pas forcément se soumettre aux lois du marché. Il y a aussi une autre façon de s'adapter et de changer le code du travail qui pourrait aller dans le sens de nouvelles protections pour les salariés. Parce que la fonction du code du travail, même si ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de l'impact des protections salariales sur le travail, mais pour ça, il y a 2 rapports de l'OCDE et un de l'OIT qui datent de 2006 et 2013 qui disent qu'il n'y a pas d'impact substantiel des protections des salariés sur la création d'emplois. Et le rôle du Code du travail, c'est la protection des salariés, c'est pas l'adaptation aux exigences de l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que cette question-là est illégitime. D'ailleurs, c'est à lire dans Le Monde, parce que c'est l'argument utilisé dans la pétition de ces économistes, dont Thomas Piketty, qui utilise cet argument et le rapport de l'OCDE. Vous en pensez quoi, vous, de cette... Il y a pas mal ce soir sur Facebook, sur le Twitter, par rapport à l'émission, certains qui disent, mais attendez, c'est incroyable, c'est une petite élite de gauche comme ça qui prend en otage des Français qui aimeraient bien que les murs tombent, qu'on puisse embaucher, libérer le marché, et finalement vous prendriez en otage, je mets des guillemets au mot otage, une partie de la société. D'abord, je pense que l'expression prise en otage est peut-être pas très adaptée après les événements de novembre, mais surtout l'ampleur, bien sûr, l'ampleur de la mobilisation, elle est exceptionnelle et chacun la constate. Je pense que les gens apprécieront les commentaires qui disent que la mobilisation n'était pas très forte, mais en tout cas, tous les indicateurs sont au vert du côté de la mobilisation. Plus d'1 million, c'est-à-dire la pétition. 1 million, on a l'image, 1 200 000 plus d'1 million, donc 1 200 000, près d'1 300 000 personnes qui ont signé une pétition. Des manifestations extrêmement nombreuses pour un tour de chauffe. Ça n'est pas encore une grande date avec l'ensemble des syndicats, etc. C'est surtout un appel d'organisation. C'est pas l'objectif du gouvernement. Donc la dynamique, elle est là. Et je pense que nos responsables politiques devraient faire attention parce que lorsqu'il y a une telle dynamique et lorsque les gens sont aussi en colère, puisque, voilà, je le disais, le sentiment qu'on a et ce que les gens disaient dans la manif, c'est on se sent insulté et on ne veut pas être humilié. Il ne faudrait pas ajouter à cette insulte du mépris en disant, en essayant de relativiser, en opposant les uns et les autres, comme le Premier ministre ou comme certains opposaient les CDD et les CDI. Là, ce qui est proposé, c'est pas de privilégier ceux qui sont précaires, qui enchaînent les CDD, qui ont du mal avec des périodes de chômage, avec des périodes... La majorité des Français sont en CDI, mais aujourd'hui on embauche en majorité en CDD. La seule proposition qui est faite, c'est de ramener tout le monde, de précariser tout le monde, cela soi-disant au profit de ceux qui ont des CDD, mais chacun sait que ça ne crée pas d'emploi, chacun peut se renseigner aujourd'hui. On est dans le débat. Quand on vous entend argument contre argument, ça fait partie des contre-vérités. Par exemple, Macron, en une de l'Express, fait une longue interview, il dit « mais j'aimerais tordre le cou à des contre-vérités ». C'est vrai qu'on va précariser plus à travers ce texte, un peu plus encore le travail ou pas? Moi j'ai envie d'y voir clair parce que sorte de flou, chacun annonce sa vérité. Il y a 2 sujets, enfin, très rapidement. D'abord, la question de l'efficacité par rapport à l'emploi, etc. C'est quand même... Oui, mais c'est quand même la pétition du Monde. C'est quand même un vrai sujet. Oui. Bon, il n'y a pas que la pétition du Monde. Il y a une pétition d'autres économistes, pas des moindres. Une semaine avant. Oui, Jean Tirole, qui est quand même prix Nobel d'économie français. Philippe Aghion, qui est titulaire de la chaire d'économie au Collège de France. Bon,
donc qui ont aussi quelques compétences. Madame Benazi-Kéré, qui est l'actuelle responsable du Conseil d'analyse économique. Bon. Ce sont des économistes qui considèrent que ce type de mesures peuvent avoir un effet positif sur l'emploi. Ils l'ont dit. Donc, ceux qui disent aujourd'hui, moi je ne suis pas économiste, je n'ai pas forcément des qualités, des compétences particulières dans ce domaine, mais enfin, quand je regarde ce que disent les économistes, je vois au moins qu'ils ne disent pas la même chose. Et qu'il y a des économistes qui expliquent que ce type de mesure aura une efficacité. Donc il n'y a pas une vérité, mais il y a en tout cas des points de vue. Oui, absolument. Ouais. Le deuxième point, mais c'est important d'en débattre et de le mettre sur la table. Et j'entends comment dirais-je, des phrases lapidaires. Ce type de mesure n'a aucun effet sur l'emploi. C'est pas ce que pensent, encore une fois, un certain nombre d'économistes, et pas des moindres. Deuxième point. Qu'est-ce que fait ce texte sur les protections ? En réalité, il fait deux choses. Il en renvoie un certain nombre à la négociation. Et c'est notamment tout ce qui concerne l'organisation du travail. C'est vrai que c'est renvoyé, mais ça c'est un choix. C'est un choix d'ailleurs qui divise depuis très longtemps les organisations syndicales, la gauche politique, entre ceux qui pensent qu'il faut tout mettre dans la loi et ceux qui pensent qu'il faut aussi dans la négociation et la jurisprudence, le contrat, etc., etc. Et sur ce plan-là, le président de la République a toujours été extrêmement clair. Ça a toujours été sa position. Bon, donc c'est ce que nous faisons sur toute une série de sujets. C'est pas parce que vous renvoyez à la négociation que vous démantelez les droits des salariés. Dans l'entreprise, moi j'ai confiance. Dans l'entreprise aussi. Au niveau de l'entreprise. À partir du moment où il y a une représentation dans l'entreprise, ce qu'on a essayé de faire avec la loi Rebsamen, etc. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous renvoyez l'entreprise que vous démantelez le droit du travail. Moi, j'ai confiance dans les syndicats et au contraire, ça donnera plus de gains aux syndicats. Voilà. Bon, au niveau des entreprises. Le deuxième point, qu'est-ce que fait, pour l'essentiel, le deuxième point que fait ce projet de loi, c'est de réduire l'insécurité juridique qui est réelle sur un certain nombre de sujets et en particulier sur les licenciements. Et là, c'est vrai, et ça, moi, c'est ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui devant cette insécurité juridique, des choix qui sont faits par les chefs d'entreprise, et notamment par les petites entreprises, qui sont soit de ne pas embaucher, soit d'embaucher de manière précaire, comme vous l'avez dit, ce qui leur coûte plus cher. Prime de fin de CDD. Je suis très content que Matteo Renzi soit exprimé, puisqu'on a vu qu'en Italie ou en Espagne, on a fait ce même type de réforme, et qu'il y a une remontée assez spectaculaire du nombre d'embauches en CDI. Oui, pour l'Italie. Bon. Écoutez justement Matteo Renzi et Barbara Romagnan, je vous donne la parole juste après. Écoutez, c'est à l'occasion de ce sommet franco-italien. Et il encourage non pas les jeunes à descendre dans la rue, justement bien au contraire, mais à s'engager pour soutenir la réforme de François Hollande. Écoutez-le. En Italie, je le dis aux jeunes Français, les choses ont marché. 774 000 CDI en plus. Nous sommes habitués à donner des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a des histoires, des couples qui achètent enfin une maison, qui décident enfin d'avoir un enfant, qui regardent leur futur avec moins de peur. Voilà, donc ça c'est un discours très, très optimiste de Matteo Renzi qui a engagé des réformes, son chômage baisse. Ça vous satisfait cette analyse qui est très positive, qui dit mais allez-y, essayez d'y croire? Non mais enfin moi je connais pas très bien le marché du travail italien, donc je ne veux pas me permettre de le commenter. Ça a l'air positif. Les indicateurs sont plutôt pas mauvais en Italie. Oui, en Italie, mais bon, pour ce qui est de la France, je voulais réagir sur la question de la création d'emplois et des protections. Sur la question des protections, je suis un peu dubitative parce que bien sûr, moi je crois aussi que la négociation c'est quelque chose de très important. Le problème c'est que plus on descend le niveau de la négociation, plus les salariés sont forcément fragilisés, surtout dans un contexte de chômage massif. Bien sûr, quand on est amené à accepter plus facilement des baisses de rémunération des heures supplémentaires, parce qu'on préfère garder son boulot que le perdre. Mais c'est pas pour autant. Oui, mais ça, c'est une incitation à ne pas créer d'emploi, mais à plutôt augmenter le temps de travail de ceux qui travaillent déjà. Donc ça, c'est pas de l'incitation à créer du travail. De même qu'on a créé des conditions plus favorables à l'extension du temps horaire. Alors, par petites touches, par exemple, pour les apprentis mineurs, qui normalement travaillent 8 heures par jour, 35 heures par semaine, on peut déjà augmenter et aller à 10 heures par jour et 40 heures par semaine, mais c'était selon l'avis de l'inspecteur du travail et après consultation du médecin du travail. Aujourd'hui, ils ne seront qu'informés, de même qu'on va pouvoir étendre les journées de travail et le nombre de semaines de travail et d'heures de travail modulées. C'est quoi 16 semaines, hein, on passe de 12 à 16 semaines. Et tout ce qui favorise la possibilité d'augmenter le temps de travail de ceux qui sont déjà au boulot,
Ça ne favorise pas l'entrée sur le marché du travail des autres. Attendez, vous représentez les jeunes, Karl Stockel. On est rentré dans le vif du sujet. On a un Premier ministre italien qui dit « Moi, j'ai opté pour des réformes dures ». Il a eu la rue, parce que Renzi a eu aussi affronté des manifestations importantes. Il a tenu bon. Aujourd'hui, il dit face aux Français « Regardez, ça fonctionne, mon chômage baisse ». Est-ce que vous n'avez pas, vous, envie d'y croire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de... C'est important quand même. Non, je lis aussi des tribunes qui montrent que l'effet, en tout cas le lien de causalité entre les réformes de Matteo Renzi et des embauches n'est pas lié. En tout cas, les embauches supplémentaires ne sont pas... je lis des tribunes, y compris dans la presse française là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de regarder aussi les mesures et la réalité aujourd'hui de ce que vivent les salariés dans les entreprises. Je prends une mesure de cet avant-projet de loi. C'est par exemple la possibilité donnée pour les employeurs, les patrons des entreprises de moins de 50 salariés, de passer au forfait jour, unilatéralement. Au forfait jour, ça veut dire que la durée du travail n'est plus calculée en heures, mais en jours. Même avec l'accord du salarié, pas l'accord collectif. Oui, ce qui est le cas de millions de cadres. Oui, mais là on propose une situation particulière. On propose, on donne la possibilité, donc sans accord, on parle de dialogue social, etc. Mais de gré à gré avec le salarié, d'accord. Et on sait les rapports dans les entreprises qui sont déséquilibrés entre l'employeur et le salarié. Et donc moi j'aimerais qu'on me dise en quoi une mesure comme ça pourra aider à créer des emplois supplémentaires. Dans le numérique, ce genre de mesure, c'est très intéressant. En quoi le fait de ne pas rémunérer... L'économie, elle évolue. En quoi le fait de ne pas rémunérer à 25 ou 50% les heures supplémentaires, mais à 10%, c'est-à-dire moins rémunérer le travail supplémentaire et les sacrifices qu'on fait déjà dans les entreprises, en quoi ça peut créer de l'emploi? J'attends qu'on me le démontre. En fait, il n'y a que des régressions. Bernard Sagesse, juste, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop vite, parce qu'on va aborder un certain nombre de points sur les barèmes des prud'hommes, mais sur les jeunes. Excusez-moi, vous représentez... Je réponds sur cette question, parce que monsieur est quand même spécialiste du droit du travail. Hein. Allez-y, Bernard Sagesse. Vous ne m'autorisez pas à poser ma question. Mais allez-y, répondez. Je voulais juste revenir justement sur cette situation. Le projet de loi, il instaure une certaine clarté par rapport au Code du travail antérieur. Tout le monde disait, le Code du travail, il est illisible. Ça a été dit partout. On disait ça. Trop volumineux, illisible. Ce qu'il apporte en partie, et c'est pour ça que nous ne veut pas tout jeter, parce qu'on pense qu'il y a des choses qui sont bonnes et qui apportent aussi pour les salariés, mais on y reviendra, puis vous avez parlé du CPA. Mais sur la négociation, on parle de la négociation d'entreprise. Sur la négociation d'entreprise, nous sommes favorables. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est notre principe à la CFTC, la subsidiarité, au plus près de l'entreprise, on peut négocier. Ce qu'on dit, et c'est là que nous demandons des améliorations dans le texte fortes, c'est la notion de branche et de convention collective. Or, elle n'est pas mise assez en avant aujourd'hui. Et c'est celle-là qui protégerait justement les abus ou, par exemple, les concurrences déloyales entre les entreprises elles-mêmes. Entre autres, dans des secteurs comme les magasins, les grands magasins, les grandes surfaces, où il peut y avoir de la concurrence déloyale et où, éventuellement, dans la négociation au plus près du terrain, il peut y avoir un peu d'influence des patrons sur le sujet. Donc, nous demandons, nous, que la branche reprenne une certaine place dans ce texte-là. C'est ce que nous avons dit au Premier ministre. Nous espérons qu'il nous a entendus. Mais ça permettrait de sécuriser une partie de ce qui est dedans, dans ce texte. Ça, c'est important de l'entendre. Bernard Sagesse, un mot sur le forfait jour, parce que ça concerne ceux qui nous regardent, qui sont cadres, et qui, lorsqu'ils signent un contrat, sont au forfait jour, n'intègrent pas dans leur temps de travail leurs heures supplémentaires. Qu'est-ce que vous dites sur cette question? Il faut le multiplier ou il faut revenir au travail horaire classique, où on rémunère chaque heure de travail faite dans l'entreprise? Le forfait jour, on n'est pas opposé au forfait jour en tant que tel. Faut-il encore le cadrer par rapport à certaines professions? Et on le sait, dans certaines professions, vous prenez des start-up aujourd'hui, le forfait jour, c'est ce qui fonctionne le plus. Et au contraire, aujourd'hui, c'est dans l'illégalité la plus complète. C'est le numérique, c'est voilà. Oui, bien sûr. Donc on est vraiment là dans un domaine où effectivement le forfait jour, d'ailleurs, sécuriserait ces salariés-là qui y travaillent, alors qu'aujourd'hui, on est un peu dans la jungle dans ce domaine-là. Donc c'est pas inintéressant de le voir, sauf qu'il faut évidemment le cadrer et il faut qu'il n'y ait pas, ça soit pas la décision unilatérale de l'employeur qui le mette en œuvre. Je vous sens modéré par rapport en tout cas à la position de Karl Stockel par exemple, vous dites ce texte quand même, il n'est pas uniquement pour précariser le salarié, il permet des avancées de sécurisation. C'est un des arguments de Emmanuel Macron et de Manuel Valls qui disent attendez, il y a quand même un jeu de sécurisation d'un côté, mais en effet on va fluidifier le marché. Vous y êtes favorable à cette philosophie? Avant de rentrer dans le détail, est-ce que cette philosophie-là vous convient? Est-ce que
on permet d'embaucher parce qu'on permet de licencier plus facilement. Alors, attendez, licencier plus facilement, c'est peut-être un raccourci, parce qu'aujourd'hui, le licenciement, effectivement, il y a un problème sur la barémisation, déjà, par exemple, des indemnités prud'homales. On va y venir. Licenciement abusif, ça c'est un vrai sujet, nous sommes pour le retrait, nous, parce que ça pose vraiment un souci, d'ailleurs, de travail de CDI, parce qu'avec la proposition sur la barémisation, les 2 ans, vous pouvez licencier au bout de 2 ans, et vous avez 3 mois. En fait, une société ou une entreprise peut provisionner 3 mois et puis dire j'ai 2 ans, et le CDI est du coup fragilisé. Là, on a été dire aussi au Premier ministre, c'est un problème. Je repose ma question. La philosophie, c'est de dire, lorsqu'une entreprise a une difficulté, une activité qui baisse, le chef d'entreprise, Macron, Valls, le martèle, ils pourront se séparer de collaborateurs. Non, mais c'est un point. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça permettra ensuite, si l'activité reprend, de réembaucher? On n'y est pas défavorable s'il y a de la sécurisation des salariés avec. C'est ce que nous disons dans le texte, c'est qu'il manque de la sécurisation pour les salariés, et c'est ce qu'on a été essayé de demander un peu plus au Premier ministre, parce que effectivement, il y a des points qui, quand on parle de décision unilatérale, ça pose un problème, et c'est pour ça que nous on dit il faut revoir ces notions de branche. Christophe Caresche, donc là sur la sécurisation, sur cet équilibre, faciliter les licenciements. Je ne crois pas que ce soit l'objectif du texte. Le texte, c'est de les rendre plus prévisibles. Plus prévisible. Vous avez sur les indemnités prud'homales des variations de 1 à 5. Donc il y a un problème quand même. Il y a des pour des mêmes situations. Donc il est vrai que pour un certain nombre d'entreprises, ça peut poser des problèmes, salariés aussi d'ailleurs. Bon. Et il y a aussi un taux de contentieux par rapport au licenciement qui est très élevé. Qui engorge d'ailleurs les prud'hommes. Il faut avoir plus de sécurité juridique, de prévisibilité, et notamment pour les petites entreprises. Et je suis convaincu je suis convaincu, parce que j'en ai vu quelques-uns, que c'est un frein réel. À l'embauche. Oui, à l'embauche ou au fait d'avoir du CDD. Donc précarisé en CDD. Oui, donc de fait, d'embaucher en CDD. J'ai retrouvé la petite phrase de Mme Lacron, Barbara Romagnan. Il dit précisément dans cette longue interview à découvrir dans la nouvelle formule de l'Express, quand une entreprise prouve qu'elle a des difficultés, elle doit pouvoir procéder à des ajustements d'effectifs. Enfin, les choses sont clairement dites. Oui, mais aujourd'hui, c'est déjà possible. Simplement, il y a un moment, il y a l'estimation d'un juge. Et je pense que ça, c'est important que ce soit bien le juge qui en décide et qui en juge. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est quelque chose qui fait partie de ce que le juge estime pour mesurer ou pas la difficulté économique. C'est un tableau de bord qui va permettre de juger. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que, de fait, si le chiffre d'affaires baisse, c'est-à-dire la quantité de ventes de l'entreprise, si elle baisse, on considère que c'est de fait le signe d'une difficulté de l'entreprise. Il arrive que ce soit le cas, mais il arrive aussi que ça ne soit pas du tout le cas. Et que oui, mais je tiens à ce que le juge l'estime. Oui, soit en mesure de... Aujourd'hui, quand même. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si finalement, cette dernière année ou dans les derniers trimestres, le chiffre d'affaires baisse, mais que les années précédentes, il a pu être extrêmement élevé, ils ont pu gagner beaucoup d'argent, mais c'est la durée de vie un jeu de haut, de baisse. C'est la durée de vie d'un produit qui après... Attends, mais laisse-moi finir. Ça n'était pas ce qui est aujourd'hui, c'est que de fait, pardon, je termine ça. De fait, ce n'est pas le juge qui l'estime, mais il va suffire de montrer que le chiffre d'affaires a baissé, alors que ça veut juste dire que ce produit a été moins vendu, pour considérer que l'entreprise est en difficulté économique. Ça, c'est un danger pour vous, ça? C'est-à-dire qu'il y aurait une perversité du chef d'entreprise. Excusez-moi d'être un peu abrupt, parce que Macron dit je ne connais pas de chef d'entreprise qui a me licencier. Vous me dites qu'il faut être vigilant. Mais non, mais ça veut dire que si lui ça l'arrange, en tout cas c'est quand même important que ce soit un tiers qui en juge et pas le patron tout seul. De même qu'on va estimer la difficulté de l'entreprise plus au regard de la situation du groupe, quand elle est membre d'un groupe, ça veut dire une entreprise qui a un groupe qui a des entreprises. Important. Une entreprise, si vous voulez bien laisser finir, qu'il y a des filiales, c'est pas parce qu'elle peut faire de gros bénéfices dans les autres pays, et ça c'est un problème qui est majeur. Quant aux indemnités prud'homales, si je peux en parler maintenant. Non, mais on se le garde parce que ça c'est un sujet très important sur la moyenne de ce qui existe aujourd'hui, parce que les prud'hommes fonctionnent. Il y a une moyenne pour voir ce que le gouvernement propose. On va revenir sur des chiffres et c'est très intéressant. Karl Stockel, on va entendre François Hollande, je vais vous faire réagir quand même. Vous avez été un militant UNL contre le CPE. François Hollande a été élu, il avait basé son quinquennat sur la jeunesse. Écoutez-le, peut-être que ça va vous émouvoir de réentendre François Hollande. Écoutez-le. Notre jeunesse est sacrifiée, abandonnée, reléguée. Chômage, précarité, dévalorisation des diplômes, désespérance, perte d'autonomie, accès au logement difficile. Sans compter ce que nous lui laissons à cette jeunesse. Un environnement dégradé, des retraites non financées, une dette considérable. Et pourtant, la jeunesse, c'est notre chance. Comment peut-on accepter que cette chance
devienne une charge. J'ai beaucoup réfléchi depuis plusieurs mois même à ce que pouvait être l'enjeu de l'élection présidentielle, au-delà de la crise, du redressement à accomplir, de la justice à réaliser. J'en suis arrivé à cette conclusion simple. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Karl Stockel, juste une réaction. Quand vous réentendez François Hollande, c'était pendant la campagne présidentielle, bien entendu, on l'aura tous compris. Vous dites que François Hollande s'est trompé, a raté sa cible, il n'a pas répondu aux besoins des jeunes, là? Enfin, là, vous êtes dans la rue, enfin, en tout cas, vous militez pour... Là, ce qu'il propose est assez clair. Il propose de réduire les droits qu'on aura dans l'entreprise, alors qu'on galère déjà, pour ce qui concerne les jeunes. Enfin, les jeunes sont au chômage en grande majorité, Karl Stockel. Aujourd'hui, avoir un crédit, pouvoir avoir un bail, pouvoir payer son loyer, pouvoir se projeter dans une vie personnelle et familiale, aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup de jeunes, quel que soit le secteur, quel que soit d'ailleurs le niveau de qualification, etc., etc. Ce qui est proposé ici, et le discours qui sous-tend ce projet de loi, c'est une mise en concurrence des jeunes. Et donc contradictoire à ce que vous venez d'entendre. Il y a des Karl Stockel. Et donc contradictoire, non, parce que bien sûr, voilà. Bien sûr, dans ce pays, 85% de la valeur ajoutée, c'est un niveau exceptionnel par rapport aux autres pays européens, va dans les dividendes. Voilà. Et aujourd'hui, on demande aux entreprises, on a versé 40 milliards d'euros avec le pacte de responsabilité aux entreprises. Je pense que les jeunes qui ont beaucoup décrypté avec les moyens numériques ce qu'il y a dans ce projet de loi, ce que ça va changer dans leurs relations de travail très concrètement. Vous parlez des grands groupes, Karl Stockel, je vous coupe, mais des vous grands parlez groupes, pas des mais PME, aussi des petites TPE. entreprises. Oui. Je vous ai donné un exemple de mon entreprise tout à l'heure. Ils aimeraient aussi que soit posée la question à la fois de l'efficacité pour l'emploi. Il n'y a aucune démonstration qui est faite de l'efficacité. Ça, on l'a entendu, le rapport de l'OCDE. Ce sont les mêmes arguments depuis 10 ans, le rapport de l'OCDE, effectivement. Et puis, deuxièmement, qu'on pose la question de la responsabilité également des chefs d'entreprise. On est un pays où on distribue le plus de dividendes. Moi, je parlais d'un artisan qui a 3 salariés, je parlais d'un plombier qui travaille avec un apprenti, je parlais des entreprises là. Elles ont envie d'embaucher, elles vous disent je veux pas le faire parce que si je prends un collaborateur en CDI, je peux pas m'en séparer. Vous l'entendez tout le temps? Non. C'est pas vrai? Non, moi ce que j'entends surtout, c'est que pour pouvoir embaucher, il me faut des commandes. Il me faut des commandes. C'est pas j'ai besoin de le virer sans être... Enfin, c'est quand même un principe de justice, pouvoir... Lorsqu'on a subi un dommage, c'est-à-dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc un licenciement fautif. Demander la réparation en justice, c'est un principe philosophique de justice. On nous demande d'y renoncer à ce principe de justice. Dans tous les domaines du droit civil, notamment, c'est la réparation intégrale du préjudice. Oui. Il y a un préjudice, il doit être réparé. Juste pour faire une parenthèse, il y avait une page du Monde avec Nicolas Sarkozy qui dit quand même, moi j'ai créé la rupture conventionnelle, et il dit dans cette interview que ça fonctionne très bien. 16% des ruptures conventionnelles, 16% des ruptures ont été des ruptures conventionnelles du gré à gré entre le salarié et le chef d'entreprise. Ça fonctionne plutôt bien, sans passer donc par les prud'hommes, on est bien d'accord? Oui, mais non, mais vous conventionnel. Voilà. Mais je veux dire un mot quand même sur parce que j'entends aussi beaucoup cela. Le problème, c'est le carnet de commandes, etc., etc. Non, c'est pas seulement ce problème. Le problème, c'est la compétitivité. Dans un monde ouvert, dans un monde où les entreprises sont en compétition au niveau mondial, la question, c'est pas seulement le carnet de commandes, c'est d'être compétitif, c'est-à-dire d'être capable de répondre à la demande mieux que le concurrent, qui est d'ailleurs souvent n'est pas forcément français, qui peut être européen, voire mondial. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc il y a deux sujets qui sont impérativement les créations d'emplois et la compétitivité. Évidemment. D'accord. Et je pense qu'il y a une politique cohérente par rapport à cela, entre ce que nous avons fait sur le pacte de responsabilité, précisément pour essayer... Qui ne porte pas ses fruits, on est d'accord, qui ne porte pas ses fruits. Qui portera ses fruits, mais pas parce, mais, on est d'accord, pas suffisamment, etc., mais qui portera ses fruits. Moi, je pense que cette politique, c'est pas parce que les résultats tardent à venir qu'elle n'est pas bonne. Et deuxièmement, avec cette mesure sur... le droit du travail, je pense qu'on a quelque chose de cohérent, parce que aujourd'hui, on n'est plus dans le monde des années 70, 80 ou même 90. C'est-à-dire que le monde, il est ouvert. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas de relancer la demande. Vous relancez aujourd'hui la demande, mais qui va en profiter? L'Allemagne? Vous voulez faire une relance pour les industries, pour l'économie allemande?
pour les produits allemands, parce que c'est comme ça que ça se passera. Je dis allemand ou ça peut être d'autres pays. Donc on a un problème majeur de compétitivité de l'économie française, de nos entreprises, de notre industrie. Ne pas reconnaître cela, et c'est quand même ce que j'ai compris dans ce qui a été dit à l'instant, c'est vrai que c'est sur le constat une différence majeure qui nous oppose. Et qui vous oppose, et vous êtes de gauche, enfin, je crois l'imaginer. En Allemagne, le CDI est plus protecteur qu'en France. Plus protecteur. L'OCDE l'a démontré. 4% de chômage en Allemagne. Ce qu'on propose dans ce projet de loi, c'est de réduire les droits et les protections du travail pour essayer de jouer sur cette compétitivité. Je prends un exemple. Par exemple, le secteur automobile en Allemagne, il exporte beaucoup, il est très compétitif. Bon, pour autant, les protections du CDI là-bas sont plus importantes qu'en France. Ici, en France, on propose un droit négocié dans chaque entreprise, notamment des dérogations sur la durée maximum de travail, sur la rémunération, etc., qui pourrait être différent pour Renault ou pour Peugeot. Les syndicats en Allemagne, finalement, on mettra en concurrence entre elles des entreprises françaises d'un même secteur. Donc, quelle vision économique, à quelle rationalité économique cela répond-il? Et pourquoi continue-t-on à vouloir enlever des droits, affaiblir les protections dans ce pays, alors qu'il y a eu des assouplissements nombreux, le travail du dimanche, les ruptures conventionnelles, les accords compétitivité-emploi, toute une série de reculs. J'aimerais voir, ça fonctionne pas le travail du dimanche. J'aimerais voir le résultat de ces assouplissements. Sur l'emploi. Vous dites pas tout à fait ça. Vous dites qu'il y a le travail. Il dit qu'il y en a déjà eu beaucoup et on n'a pas vu les créations d'emplois. Voilà, il n'y a pas de création d'emplois parce que ça fonctionne pas, parce que les syndicats bloquent. Pourquoi Travail du dimanche, qu'est-ce qu'on a fait avec le travail du dimanche? C'est très intéressant, je trouve. C'est que précisément, on a renvoyé à la négociation dans l'entreprise. Et ça bloque. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça bloque pas partout. Qu'est-ce qui se passe? La Il se FNAC, passe deux choses. Il y a des endroits où effectivement ça bloque, très bien, mais ça c'est le droit des salariés. L'accord majoritaire. Moi je ne veux pas. Et ça, moi je ne le mets pas en cause. C'est ce qu'on a voulu faire. Et deuxièmement, là où ça bloque pas, je regardais les contreparties, notamment salariales, qui sont données doublement souvent, etc., etc. Donc il y a une négociation, elle est dure, c'est pas le patron qui impose sa loi, c'est pas vrai du tout, ça ne se passe pas comme ça. Et donc on voit là très clairement que lorsqu'on renvoie à la négociation dans l'entreprise, eh bien ça peut être tout à fait protecteur et bénéfique pour le salarié. Et ça fonctionne, sauf à la FNAC, parce que c'est vrai qu'il y a un syndicat qui s'est opposé à la signature qui avait été faite dans cette grande entreprise. Alexandre, je vous impatientais, vous avez envie de prendre la parole. On avait beaucoup de tweets. Karl Stockel pose enfin la bonne question. L'irresponsabilité de notre patronat inadapté à la négociation et à la social-démocratie. Voilà. Et puis il y avait tout à l'heure un autre tweet que j'ai pas eu le temps de lire qui disait que c'était à cause de l'Europe qu'on nous imposait ces nouvelles règles et que c'était pas du tout un texte gouvernemental, mais c'était un texte qui venait de Bruxelles. Alexandre, on vous écoute. Je vous salue. Oui, bonsoir Arnaud. Déjà, quand on remet à l'Arabie Saoudite la Légion d'honneur ou de la honte, on peut se permettre un petit peu tout. Et là, sur la question de la loi de travail, moi j'ai envie de dire qu'il faudrait dire une loi pour l'entreprise. Parce que finalement, où est-ce que dans cette loi, on se coupe des travailleurs à part en réduisant leurs droits? Cette loi, elle va créer des injustices, des retours en arrière. Ça n'apporte rien pour le travailleur, par contre, ça apporte pour l'entreprise. Et quand je vois le monsieur là, des syndicats sur le plateau, qui doit tenir son rôle, c'est-à-dire défendre les travailleurs, qui doit défendre aussi les jeunes apprentis, parce que c'est pas parce qu'on a des problèmes à l'heure actuelle que les jeunes, on a le droit de leur faire travailler 40 heures. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Et sur la question des repos obligatoires, des astreintes, des élargissements des forfaits du jour, les licenciements économiques et puis évidemment les plafonnements des indemnités prud'homales. Là, on est dans quelque chose où on ne comprend pas. Et puis même sur la durée du travail. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient supprimer les 35 heures dans cette loi de travail. Parce que vraiment, on réduit, on explose tout. Oui, c'est ça. Donc là, à l'heure actuelle, c'est un peu... J'ai des patrons autour de moi qui rigolent. Ils disent, oui, de toute façon, aujourd'hui, ils manifestent pour le travail, il n'y a plus de travail. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'il faut garantir des droits aux travailleurs. Et quand cette loi, elle ne concerne pas les jeunes, c'est qu'on a l'espoir d'avenir pour notre pays. Parce que quand même, la loi du travail, si elle va bien concerner les jeunes... Bon, et vous avez une petite coupure de téléphone en changeant d'oreille. Merci Alexandre. On a sur Facebook, je le dis comme ça parce que ça permet de faire aussi avancer le débat, des internautes, des gens qui suivent notre émission, qui nous disent le code du travail doit s'appliquer à tous les salariés. La loi El Khomri ne concerne que les salariés du privé. Conclusion, c'est une mauvaise loi parce qu'il y a aussi un débat, et qui est d'ailleurs lancé par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, de réduire le nombre de fonctionnaires. Et quand on voit les chiffres de nos déficits qui dérapent, c'est tombé aujourd'hui, une croissance qui est plus faible. Là aussi, la réforme doit être globale. Enfin, peut-être qu'on aura l'occasion, si le temps nous le permet. Qu'est-ce que vous répondez, Alexandre? Il y a quand même
le sentiment comme ça que s'affrontent deux façons de voir notre société. D'un côté, ceux qui disent que ce texte est rétrograde, précarise, puis d'autres qui disent, mais non, regardez, les salariés ont une sécurité, dans l'entreprise on négocie, c'est pas si noir que ça. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Christophe Caresche qui dit, mais regardez, dans la réalité des faits, le travail de dimanche, bah, les salaires sont pas mauvais, les salariés y vont, sans avoir le fusil sur la tempe? Sans avoir le fusil sur la tempe, sans doute, mais en attendant, en étant dans des situations souvent de chômage ou de précarité, qui fait que le choix est quand même assez limité, y compris bien sûr que les représentants des salariés peuvent défendre une rémunération beaucoup plus élevée, mais le gouvernement a refusé qu'on inscrive un plancher. Donc un minimum dans la loi. Donc je pense que ça c'est un problème. Pour revenir à la question du... Tout le monde sera au plancher. Mais non, pas du tout. Non, mais attendez. Non, mais ce qui permet de jouer la négociation. Allez-y. Si je peux terminer, un plancher, ça n'impose pas que ce soit ça, mais au moins c'est un minimum. Et je pense que c'est une base de négociation. Si on est social-démocrate, je pense qu'on doit essayer d'influer, en tout cas quand on est de gauche et qu'on est au pouvoir, on doit essayer de rééquilibrer un peu le rapport de force forcément très déséquilibré entre les salariés et leurs représentants. Et les patrons, qui ne sont pas forcément des salopards, mais qui n'ont évidemment pas les mêmes intérêts. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire jouer au Code du travail un rôle qui n'est pas le sien. La protection le rôle du Code du travail, c'est de protéger les salariés contre les exigences tout à fait entendables, mais du marché du travail, des entreprises, etc. Quant à savoir si ce qui est proposé là est susceptible de créer de l'emploi, moi vraiment, je viens entendre qu'il y a différentes positions et on peut les défendre, mais comment encourager, augmenter le travail de ceux qui ont déjà un boulot est susceptible de permettre à d'autres d'avoir un travail. D'autant que vous parliez tout à l'heure des CDD. Les CDD majoritaires aujourd'hui. En volume, en création, en volume n'ont pas pris une part plus importante, c'est toujours à peu près 8 à 9%, mais plus de 70% d'entre eux sont inférieurs à un mois. Donc ce texte n'exagère pas forcément la situation, mais évidemment il n'y répond pas et je ne vois vraiment pas comment il est susceptible de pouvoir créer des emplois. On ne parle pas des salariés du public, parce que nous dit cet internaute sur Facebook qui est venu répondre, a dit mais voilà, on parle que des salariés du privé, mais pas du public, qui est un autre sujet. Excusez-moi d'y revenir, Karl Stockel, les jeunes, ces jeunes, ils sont diplômés, ils veulent entrer sur le monde du travail. Qu'est-ce que vous leur proposez? Donc vous avez lancé votre pétition de change.org, 1,2 million ont signé, les lycéens vont dans la rue, et je lisais dans le Parisien cette jeune étudiante de la Sorbonne qui dit mais moi je n'irai pas manifester parce que de toute façon on est déjà précaire et je préfère encore un emploi qui met le pied à l'étrier que de rester au chômage et bloqué à la porte d'une entreprise. Qu'est-ce que vous lui répondez? Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité des étudiants. Enfin, ils démarrent par un stage ou alors ils n'ont pas d'emploi. Ce qui est quand même étonnant dans votre question, c'est que finalement, il n'y aurait pas d'alternative de perdre des protections et de perdre des droits pour la réalité de la jeunesse aujourd'hui. Bien qu'avant. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que la situation de l'emploi, elle est difficile sur le marché du travail, qu'il faut des nouvelles protections. On parle notamment du droit à la déconnexion, qui est une coquille vide dans le texte, etc. Mais les syndicats portent ça depuis très longtemps. Je parle des jeunes, Karl Stockel. Qu'est-ce qu'on leur propose à ces jeunes? Imaginons que ce texte soit retoqué, que le président le retire, on repart à zéro. Qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur proposez? Est-ce qu'on pourrait... déjà, nous expliquer quelle est la stratégie lorsque, notamment, sont déversés 41 milliards d'euros sur un pacte de responsabilité qui n'a, semble-t-il, pas eu d'effet sur la courbe du chômage. Et voilà, donc quel est le sens du progrès? Quel est au fond de la stratégie? Quel est le sens du progrès et de la modernité dans un monde ouvert? Effectivement, on regarde ce qui se passe aux États-Unis qui connaissent l'ubérisation du marché du travail, c'est-à-dire le fait de s'inscrire sur une plateforme pour travailler en auto-entrepreneur, etc., qui reviennent là-dessus. Dans les primaires démocrates, Bernie Sanders, Hillary Clinton veulent introduire des protections pour ces travailleurs qui sont des travailleurs pauvres dans un marché du travail qui se précarise toujours plus. Qu'est-ce que propose ce projet de loi? D'interdire la possibilité pour un juge de requalifier en CDI le salarié qui serait inscrit sur une plateforme comme Uber, par exemple, et qui aurait prouvé un lien de subordination qui lui permettrait de bénéficier d'un CDI. Donc on veut favoriser ce que justement on est en train d'arrêter de l'autre côté de l'Atlantique parce que ça a créé énormément de pauvreté. Avant de nous quitter, parce que vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes, vous êtes Moi, attendu je suis pas négatif, ailleurs. Par Uber, Mais cette société qui subérise... Il y a des dérives possibles, mais il y a aussi des points très positifs. Il y a un champ de développement. Il y a des tas de jeunes qui ont trouvé du boulot grâce à Uber. Américain. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont intégrés grâce à Uber. Bien sûr. Ouais, qui roulent dans ces voitures. Avant de nous quitter, parce que vous allez partir précipitamment, vous pensez que François Hollande va aller au bout? Parce qu'il y a quand même un vrai débat sur cette...
il faut absolument que ce texte, il peut être évidemment discuté. C'est pour ça que moi je ne comprends pas ceux qui disent il faut le retirer. Ça serait vraiment, alors pour le coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va, y compris pour la majorité, je veux dire. Bon, non, il faut le discuter, il faut le faire évoluer, bien évidemment, mais certainement pas le retirer et aller jusqu'au bout, bien sûr. Et pas dénaturer sa philosophie. Le moins possible. Le moins possible, c'est ça le débat. Je vous laisse filer, Christophe Carrèche. Bernard Sagesse, juste un petit mot important, parce que avant de nous quitter, il nous reste 5 minutes, vous allez me dire c'est pas suffisant, mais la question de la barémisation des prud'hommes. Alors, rappelons quand même que c'était dans la loi Macron, et que le Conseil constitutionnel avait retoqué une partie, donc c'est revenu dans ce texte. Ça avait déjà été un débat dans la Macron. Moi, j'ai lu que la moyenne de ce qu'on donnait aux salariés, c'était 11 000 euros. Lorsqu'on a 4 ans d'ancienneté, si ma mémoire est bonne. Finalement, on donne 15 000, hein, je crois, dans la proposition. Je dis pas de bêtises, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Oui. Bah, finalement, c'est pas, on vole pas le salarié. Non, c'est pas véritablement comme ça. En fait, il est vrai qu'il y a plusieurs barèmes qui ont été mis en fonction des anciennetés. Sauf que, quand même, il y a un préjudice subi. Donc, il faut aussi valoriser ce préjudice subi. Donc, nous, on dit que aujourd'hui, d'une part, le premier niveau, il est très dangereux parce qu'il crée des CDI précaires. Pour le coup, vous verrez que des entreprises pourraient mettre en provision les 3 mois et ils peuvent faire du CDI. Et il y aurait un risque derrière, c'est que les fameux salariés qui seraient dans cette situation, pendant 2 ans, les banques, les logements, ils auraient ne peuvent pas emprunter. Des prêts, Donc ça, c'est très grave. Ça, on l'a bien souligné auprès du Premier ministre. C'est quelque chose qu'il faut bouger. Bon, nous, on est pour le retrait pour l'instant parce que ça nous paraît tellement compliqué. Mais aussi au bout, quand vous prenez les gens qui ont 20 ans de boîte... Ils sont taquets. Ils sont taquets et celui qui a 30 ans, finalement, ça change rien. Il gagne pas plus, c'est vrai. Oui, il est dans une situation difficile, du coup. Le maximum, c'est 20 ans, en fait. C'est l'ancienneté maximale. Donc, du coup, cette barémisation, elle crée effectivement une injustice aujourd'hui. Mais elle permet de sécuriser le chef d'entreprise. Mais il y a peut-être d'autres moyens pour le sécuriser. Pour l'instant, Barbara Romagnan. Il y a quand même une question. Le fait qu'on barémise, le chef d'entreprise dit mais moi ça me permet de savoir, d'avoir une visibilité. Non mais d'accord, mais il y a quand même une question morale aussi. Enfin, il y a le chef d'entreprise et puis il y a aussi le salarié. Il faut quand même rappeler que c'est pour un licenciement abusif. Moi, ce que j'ai vu de l'enquête du ministère de la Justice, c'est que pour les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, c'est-à-dire 2 tiers des entreprises et à peu près 20% des salariés, l'indemnisation moyenne, c'est 11 000 euros. 11 000 euros. Mais que pour les plus grosses, c'est 29 000. Et surtout, elles sont d'autant plus importantes qu'il s'agit des grosses entreprises. Donc, c'est une mesure qui favorise surtout les entreprises de plus de 300 salariés, qui sont quand même celles qui ont le plus de moyens. Ça n'aide absolument pas les plus petites. Argument intéressant. Et sur la question dont vous parliez tout à l'heure, sur la question de qu'est-ce qu'on propose aux jeunes... Oui, ces jeunes, ils sont là, ils cherchent du boulot. Mais les jeunes... Les femmes, très nombreuses à être à temps partiel, et aussi tous ceux qui sont au chômage, qui sont de plus en plus nombreux. Ce à quoi procède cette proposition de réforme, c'est aussi à un autre partage du travail qui exagère la situation, c'est-à-dire qu'on va augmenter le temps de travail de ceux qui ont déjà un boulot. Sans en créer plus. Et on va réduire d'autant les possibilités de ceux qui n'en ont pas de pouvoir y participer. Donc moi, avec un petit peu de constance, je pense qu'il faut qu'on propose une autre répartition du travail, parce qu'aujourd'hui, le travail est déjà partagé et continue à l'être. De plus en plus entre ceux qui travaillent 0 heure et qui sont au chômage et entre ceux qui ont beaucoup de boulot et parfois trop et qui en souffrent et qui ne sont pas forcément plus productifs parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille trop, on est un petit peu moins efficace et aussi parce que, comme nous sommes de gauche, il y a beaucoup de gens autour de cette table qui pourraient le dire, notre ambition n'est pas simplement de limiter les individus à leurs conditions de salariés. Nous ne sommes pas que des salariés, mais aussi des citoyens, des parents, des amis. Nous avons besoin aussi de passer du temps bénévole avec d'autres. Et ça fait partie des évolutions nécessaires de la société. Si on a besoin de moins d'heures pour produire autant et que c'est nécessaire, tant mieux, mais répartissons cela correctement. Je voulais juste dire cette petite phrase de beaucoup d'internautes sur Facebook ont réagi, et notamment sur le JDD. Je voulais vous soumettre le vote JDD parce qu'on l'a oublié, il y a eu beaucoup de votants. Regardez le vote JDD, c'est important de vous le montrer parce qu'il y a eu tout au long de l'après-midi une sorte d'égalité sur la question qui a été posée. Je pense que vous allez le voir dans quelques instants si tout va bien. Voilà, soutenez-vous les manifestations contre la loi travail de Myriam El Khomri, et 52% non. Internautes du JDD, 48% oui. Il y a cette petite phrase de Laura Conti, qui est aussi une sentinelle, qui nous écrit beaucoup, et qui dit « Le code actuel pérennise certes nombre de CDD, mais il empêche ceux qui sont à la porte, c'est-à-dire au chômage, d'entrer une seule fois dans la farandole du travail. Il faut plus de mouvement sur le marché du travail, des jeunes, des moins jeunes et des seniors, pas la pré-retraite qui coûte très cher. » Vous avez envie de lui répondre quoi, Laura Conti ? Parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les gens sont à la porte du travail parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Non, mais là, on nous propose simplement une alternative. On nous dit il n'y aura rien d'autre, il n'y aura rien d'autre que la précarité. Il y a déjà eu des assouplissements au cours des dernières années, de nombreux assouplissements du marché du travail. Ça n'a pas créé d'emplois. Ce qu'il faut, c'est changer aussi
la politique globale de ce gouvernement. Merci. Voilà, ça sera le dernier mot, Karl Stockel. Merci de venir sur ce plateau. Vous êtes parmi d'autres celui qui a créé cette pétition de change.org, 1,2 million et un peu plus encore dans les jours qui viennent. Bernard Sagesse, merci d'être le numéro 2 de la CFTC. Vous donnez rendez-vous aux Français samedi 12 avec la CFE-CGC, l'UNSA, enfin tous ceux qui n'étaient pas aujourd'hui dans le... et la CFDT, bien sûr. Merci à Barbara Romagnan, députée socialiste du Doubs. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous invite à lire Le Monde et cette pétition, puisque vous l'avez cité. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont tweeté. Le marché du travail, nous disent Tweetos, avant les dépenses sociales. Certains restent chez eux grâce aux aides. Moi, je bosse et je n'ai droit à rien, nous disent Tweetos. C'était le dernier tweet de notre émission. Demain, on s'intéresse à la pédophilie dans l'église. Il y a un scandale qui est en train de naître dans le diocèse de Lyon. De plus en plus, d'adultes qui ont bien subi un prêtre, ont porté plainte, décident de porter plainte contre le cardinal Barbarin. C'est un sujet qu'on évoquera et qu'on abordera d'ailleurs demain soir. Bonne soirée, merci à vous trois. Question d'info, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, c'est dans un instant. Que sera la politique de demain ? La journée du livre politique se tourne vers l'avenir. La France se rassemble dans la lecture au cœur du débat citoyen. Remise des prix et émissions spéciales, un événement à suivre sur LCP. Samedi à 12h et 17h.